Poe, poète, poésie. Le nom de l'homme appelé la légende. Edgar Allan Poe, sudiste et militaire, polygraphe et journaliste, est d'abord un prosateur. Rédacteur en chef de plusieurs journaux, il connaît son public et flirte avec les gros titres. Il traque l'actualité à sensation et, s'il le faut, la devance un peu et l'embellit. Entre le reportage et le conte, la frontière est mince pour cet animateur. J'emprunte humblement cette introduction à Jacques Cabot, qui signe la préface des éditions Folio classiques du roman de Poe. Je ne saurais faire plus concis. La frontière dont M. Cabot nous parle s'amincit, s'effrite, disparaît même à l'écriture de l'unique roman achevé de Poe, Les aventures d'Arthur Gordon Pym. L'histoire qui donna vie à tant d'autres, animant la plume de bien des écrivains lui ayant succédé. Le roman est amorcé en 1836, alors que son auteur a déjà délivré de somptueuses nouvelles telles que Bérénice ou Le Roi Peste, mais aussi avant qu'il n'ait écrit les très reconnus Double assassinat dans la rue Morgue ou encore Le terrifiant Chat Noir. Et comment cette frontière dont nous parlions se délite-t-elle ? La réponse est la suivante, par le format même du récit, qui revêt la forme d'un témoignage. Si nous le savons fictif aujourd'hui, il a d'abord été publié comme véridique, comme une authentique expédition vers le pôle Sud, nous dit précisément Cabot. D'ailleurs, là où le titre français, Les aventures de Pym, donne un aspect fantasque au déroulé de l'histoire, le titre original, The Narrative of Arthur Gordon Pym, littéralement le récit de Pym, offre un angle de vue différent, celui du témoignage. Un témoignage sincère qui débute par un solennel « Mon nom est Arthur Gordon Pym ». Le récit qui suit, celui du terrifiant voyage de Pym, se décompose en 3 grandes parties, 3 grands périples qui se déploient sur une aventure de 9 mois. La première met en scène un Pym adolescent qui, épaulé par son ami Auguste et galvanisé par l'ivresse, prend le large une nuit à bord de l'Ariel, un simple canot à voile. Et lorsque Pym se rend compte que son ami, qui tient la barre, est ivre, bestialement ivre, ne pouvant plus ni se tenir, ni parler, ni voir, le jeune homme est saisi d'effroi et envisage alors sa propre mort. Heureusement, un baleinier les secourt et les ramène à terre. Dans la deuxième partie, Pym embarque clandestinement sur le Grand Puce, le brick appartenant au père de son ami Auguste. Le voyage est chamboulé par une mutinerie, le massacre de l'équipage, puis le naufrage du navire. S'ensuit alors d'affreux jours de soif et de faim qui s'achèvent sur le sauvetage des survivants par le Jane et son capitaine Guy. Vient finalement la 3e et dernière partie de l'histoire, le voyage du Jane vers le pôle Sud. Le navire les emmène jusque sur une île habitée par des sauvages. Si les autochtones paraissent pacifiques au premier abord, ils s'avèrent en réalité n'être que d'affreux tueurs qui massacrent l'équipage en déclenchant un éboulement. Mais contre toute attente, Pym réussit à fuir l'île infernale à bord d'un canot, miroir évident du canot Ariel du début du récit. L'histoire s'achève sur la découverte du bout du monde ou quelque autre lieu mystique et insondable sur lequel nous reviendrons. Nous apprenons alors, dans les notes de fin, que Pym est actuellement mort et que les derniers chapitres de son témoignage écrit ont disparu. Avec ce désir de feindre le témoignage d'un explorateur, vient la résolution d'ancrer son récit dans la réalité. Nous constatons cette volonté au travers de très nombreuses et très détaillées explications concernant certaines manœuvres à effectuer à bord d'un navire ou même les coutumes qui s'y est de respecter sur le pont d'un bateau. De la même façon, nous lisons le narrateur intarissable nous décrire le mode de vie des tortues de mer de Galapagos, ou digresser à propos de pingouins, d'albatros ou encore de concombres de mer qu'il découvre sur la route. Nous avons également le droit à des anecdotes plutôt croustillantes sur les lieux visités et à des précisions à propos des longitudes et des latitudes sur lesquelles se trouve Pym. Avec ces indications géographiques, nous sommes en capacité de suivre méticuleusement le trajet suivi par la goélette à bord de laquelle navigue Pym. Une sorte de réalisme indubitable. Il se trouvait là, avons-nous envie de nous exclamer en pointant du doigt une région sur une map monde. Oui,
Les aventures d'Arthur Gordon Pym est un voyage, et il nous invite à naviguer sur les mers de l'horreur. À l'instar d'Arthur et d'Auguste, en ouvrant les pages de cet ouvrage, nous cherchons l'aventure. C'était surtout en me peignant les plus terribles moments de souffrance et de désespoir de la vie d'un marin qu'Auguste réussissait à enrôler toutes mes facultés et tous mes sentiments au service de cette romanesque profession. Toutefois, derrière cette dite aventure désirée se dissimule une calamité indicible qui s'amuse tout le récit durant à secouer, à broyer, à transformer nos protagonistes. Si elle les accueille à bras ouverts, c'est pour mieux leur rappeler leurs conditions humaines, pour mieux les détruire physiquement, pour mieux les anéantir mentalement. Pour accomplir ce vil dessein, l'aventure va dresser sur le chemin de nos protagonistes de nombreuses péripéties engendrées par les éléments naturels. Dans ce domaine-là, impossible de ne pas citer les différentes tempêtes qu'affronte Pym. La première, qui annonce toutes les suivantes, sévit dès la première partie et noie presque Arthur et Auguste, alors encore adolescents. S'ils réchappent de cette tourmente initiale, c'est pour mieux subir les suivantes. La seconde grosse tempête est évidemment celle qui ravage le campus. Le brick n'était plus qu'une bûche, roulant çà et là, à la merci de chaque lame. La tempête augmentait toujours, c'était un parfait ouragan, s'il en fut jamais, et nous ne voyons aucune perspective naturelle de délivrance. Sur le Jane, les vents marins les assaillent de nouveau. Outre le temps et ses caprices, les aventuriers doivent faire face à la colère et à l'appétit de certains animaux. Des requins rôdant autour de l'épave du Camprus et un ours polaire défendant son territoire en sont des exemples parlants. Des peines provenant de l'extérieur, certes, il y en a de nombreuses, mais le narrateur nous laisse également entrevoir toute l'horreur et le désespoir que peut ressentir une personne devant la faim et la soif. La douleur du manque n'aura jamais été si terrorisante que durant ce voyage vers le pôle Sud. Légion sont les descriptions de l'inanition, du défaut de nourriture, mais également de ce que nos aventuriers parviennent à dénicher pour se sustenter. Nos principales souffrances étaient maintenant la faim et la soif, et quand nous pensions aux moyens futurs de nous soulager à cet égard, nous sentions le cœur nous manquer, et nous en venions même à regretter d'avoir échappé aux dangers moins terribles de la mer. L'idée ici présente d'aller de mal en pis se déverse de la même façon sur l'ensemble du récit. La faim déchirante que j'éprouvais alors était presque intolérable, et je me sentis capable des dernières extrémités pour l'apaiser. Avec mon couteau, je coupais un petit morceau de la malle de cuir et je m'efforçais à le manger. Simuler le fait de manger n'est pas tout. Alors qu'une mouette prend son envol après avoir fait un festin avec les entrailles d'un cadavre humain, un morceau de chair encore bloqué dans le bec, le narrateur écrit ceci. L'horrible morceau tomba aux pieds de Parker. Dieu veuille me pardonner. Mais alors, dans un premier moment, une pensée traversa mon esprit et je me sentis faisant un pas machinal vers la place ensanglantée. Cette infâme faim les amène tous à la folie, à la démence. Ils sont dès lors victimes d'hallucinations et sombrent progressivement jusqu'à l'ultime tragédie de cette thématique. Bloqué en plein milieu de la mer, sur un navire naufragé, l'équipage est inexorablement poussé à commettre l'impensable. L'un des leurs doit être sacrifié pour sauver l'existence des autres. Et alors, à la courte paille, Pym et les autres tirent celui qui doit mourir pour nourrir les autres. Je n'insisterai pas sur le terrible festin qui s'ensuivit immédiatement. Ces choses-là, on peut se les figurer, mais les mots n'ont pas une vertu suffisante pour frapper l'esprit de la parfaite horreur de la réalité. Venant couronner cette chute dans les abysses de l'inimaginable, Pym se souvient, quelques jours plus tard, qu'une hache les attend dans une pièce du bateau, une hache leur permettant de briser les parois du navire jusqu'aux rations. S'ajoute à la faim et la soif la thématique de l'ivresse. Au fil du témoignage, elle permet à Pym et à ses camarades de s'échapper, de s'oublier, d'effacer leur peine pour un court instant. Cependant, comme de l'huile sur le feu, la boisson ravive de plus belle leur souffrance. L'alcool est ici pour tenter leur soif, pour les ronger de l'intérieur et finalement les noyer. Dans ce récit,
Poe s'attaque à deux énigmes géographiques qui passionnent l'époque. La navigation dans le Pacifique Sud et le problème de la nature du pôle Sud et par conséquent de la nature même du globe terrestre. L'inconnu est vraisemblablement l'un des piliers majeurs autour desquels Poe a enroulé son récit. Pym est confronté à ce qu'il ne connaît pas à maintes reprises. C'est bien vers l'inconnu que naviguent Auguste et Arthur durant l'événement de leur adolescence. C'est bien vers l'inconnu du pôle Sud que se dirige le Jane au milieu du récit. C'est bien vers l'inconnu que dérivent Pym et Peters à bord d'un canot à la toute fin. Cet inconnu est évidemment à mettre en confrontation avec la nature même du roman, le pseudo-témoignage. Le connu que narre Pym fait écho à l'inconnu qu'il vit. Je ne craignais pas de regarder des choses horribles, mais j'étais épouvanté à l'idée de ne rien voir, nous confie Edgar Allan Poe. Les aventures d'Arthur Gordon Pym est un récit d'initiation. Une initiation au désespoir. Il amène notre protagoniste à grandir, puisqu'il découvre son appétence pour le voyage alors qu'il est encore adolescent, à se surpasser également face aux difficultés, mais surtout à se résigner à commettre les pires atrocités pour survivre. Ce désespoir surgit dès la première partie de l'histoire, lorsque Pym réalise que son ami Auguste est trop ivre pour tenir la barre en pleine tempête. Il obstrue de la même façon la cale du camp russe dans laquelle Pym est dissimulé au commencement de la deuxième partie. Enfermé dans un noir d'une profondeur extrême, Arthur cherche en vain une source de lumière pour lire un billet que lui a laissé son ami et qui pourrait lui préciser pourquoi il est pris au piège dans la cale. Nous retrouvons ce désespoir lorsque, affamés et esselés sur l'épave du camp russe, Pym et le reste de l'équipage implorent des dépouilles humaines de les secourir. L'horreur et le désespoir nous faisaient extravaguer. L'angoisse et la déception nous avaient rendus absolument fous. Et puis, comment ne pas l'entrevoir dans la première phrase de l'ultime chapitre ? Nous nous trouvâmes alors dans l'océan Antarctique, immense et désolé, à une latitude de plus de 84 degrés, dans un canot fragile, sans autre provision que 3 tortues. Telles les lames de la mer en pleine tempête venant se fracasser contre la coque d'un navire, le désespoir afflige, fracture, défonce le moral de nos personnages. Au cours de ce récit d'initiation, Pym fait également face à l'autre et surtout à sa cruauté. En quittant le cocon familial, il devient une proie pour le monde extérieur. Il doit alors user de ruse et de violence pour triompher d'autrui. La première confrontation est sûrement celle avec son grand-père dans le port où est amarré le camp russe. Habillé en marin, Pym ment à son grand-père pour pouvoir embarquer sur le brick. Ensuite, il ment au capitaine, le père d'Auguste, en se cachant dans la cale. Il embrouille l'esprit des mutins avant de s'attaquer à eux pour reprendre le contrôle du camp russe. Il va même jusqu'à menacer ses propres alliés lorsque la faim tiraille les survivants, puis à commettre l'impensable en mangeant l'un de ses compagnons. Enfin, viennent évidemment les sauvages et leur barbarie sanguinaire. Presque chacun de ses adversaires ou épreuves est d'ailleurs initialement un allié ou une situation sans danger. L'expédition nocturne pendant l'adolescence de Pym qui vire au drame à cause de la tempête, son chien qui s'enrage contre lui par manque de nourriture, la cachette de la cale qui devient une prison, l'équipage du camp russe qui lance une mutinerie, l'aventure qui se transforme en naufrage, les sauvages accueillants qui se révèlent être la lie de l'humanité. La corruption règne en maître sur les mers. Et comment décrire ces atrocités, ces horreurs, si ce n'est par l'indicible, par l'indescriptible ? Je vous laisse un moment pour vous délecter de quelques extraits de l'écrit du maître. Il est inutile d'essayer de décrire le fracas étourdissant et le chaos dont nous étions enveloppés. Peu de temps après, un incident eut lieu, qui, gros d'abord d'extrême joie et ensuite d'extrême horreur, m'apparaît, à cause de cela même, comme plus émouvant, plus terrible qu'aucun des hasards que j'ai connus postérieurement. Les yeux n'existaient plus, et toutes les chairs de la bouche rongées laissaient les dents entièrement à nu. Tel était donc ce sourire qui avait encouragé nos espérances. Tel était, mais je m'arrête.
L'on retrouve dans ces formulations ce qu'empruntera puis s'appropriera l'écrivain d'horreur de Providence un siècle plus tard. H.P. Lovecraft fera d'ailleurs directement référence au roman de Poe dans sa nouvelle Les Montagnes hallucinées, en reprenant le cri des sauvages Tekilili pour ses shoggoths sans forme. Il est intéressant de noter que là où la curiosité surpasse la peur dans Pym, c'est souvent la curiosité qui mène à la peur dans les récits Lovecraftiens. Mais cessons de digresser et revenons à Poe et à Pym. Abordons les deux derniers points qui me semblent indispensables, l'opposition entre le noir et le blanc et le voyage vers la mort d'Arthur. Le noir, dans les aventures de Gordon Pym, teinte ce qui est mauvais. Les sauvages de l'île atteinte par le Jane en sont le parangon. Ils sont noirs de peau et leurs dents sont tout aussi noires. Et ce n'est pas tout, car même leur cœur se révèle noir. Les sauvages sont des menteurs, des dupeurs, des meurtriers de masse. Ils vivent d'ailleurs avec des serpents dans leur hameau, figure biblique du mal et de la perversion, et paraissent effrayés par la moindre tache blanche, que ce soit un mouchoir, une voile de bateau, un œuf, la blancheur de la peau des marins, un animal local à la teinte laiteuse, ou encore les cendres qui, à la fin, pleuvent sur Pym, Peters et le sauvage qu'ils ont pris en otage. Pym les décrit ainsi, avec une accumulation bien sentie. Ils m'ont apparu comme la race la plus méchante, la plus hypocrite, la plus vindicative, la plus sanguinaire, la plus positivement diabolique qui ait jamais habité sur la face du globe. Il y a un évident aspect raciste dans cette séparation des teintes de peau, notre écrivain ayant été un sudiste raciste. Toutefois, je pense qu'il faut envisager la chose sous un angle plus grand, le noir étant depuis toujours en Occident la couleur de la mort, la couleur du mal. S'oppose à cette couleur noire le blanc. Si nous avons déjà établi que les sauvages craignaient férocement tout ce qui a la teinte blanche, Tekilili dans leur langue, il faut préciser qu'après l'île noire suit la mer de blancheur. Pym, Peters et l'autochtone se voient couverts par une pluie composée d'une substance cendreuse. En s'orientant vers le voile de fumée cendreuse qui obstrue l'horizon, ils aperçoivent une forme, une silhouette voilée, de proportions beaucoup plus vastes que celles d'aucun habitant de la Terre. Et la couleur de la peau de la silhouette était de la blancheur parfaite de la neige. Il s'agit là de l'antithèse évidente de l'île Noire. Et si l'on recoupe cela avec le fait qu'il s'agisse d'un voyage vers la mort, Poe la trouvant durant son expédition d'après la note de fin, nous pourrions considérer cette île emplie d'êtres démoniaques comme un purgatoire, comme l'antichambre du royaume des morts. Pym devrait alors traverser ce lieu et se racheter pour ce qu'il a commis durant son voyage. Mensonge, meurtre, cannibalisme. Pym et Peters, lors de leur fuite de l'île des sauvages, découvrent les vestiges d'une ancienne civilisation étrangère aux autochtones actuels. Le lieu avait un aspect de dévastation étrange, qui me rappelait les descriptions que font les voyageurs de ces lugubres régions qui marquent l'emplacement de la Babylone ruinée. Cette civilisation pourrait être la population initiale du lieu infernal. Ici, même l'eau n'est pas ce qu'elle devrait être. Elle est pourpre, rouge comme le sang, comme le feu, comme une coulée de lave d'un enfer terrestre. Sur cette île, Pym découvre aussi une sorte de labyrinthe, un étrange abîme de granit noir, à la forme très particulière. Au fond d'une impasse de ce dédale, l'aventurier distingue des marques dans le granit, semblables à de l'écriture. Nous apprenons dans la note finale que, mis bout à bout, les formes de ce dédale représentent un mot éthiopien qui signifie « être ténébreux », et que les écritures dans le granit proviennent de l'arabe, évoquant un être blanc. Vient finalement cette ultime phrase séparée de tout chapitre, de tout paragraphe, et particulièrement cryptique. J'ai gravé cela dans la montagne, et ma vengeance est écrite dans la poussière du rocher. L'on parle ici des écritures gravées dans l'impasse du labyrinthe de granit noir. Mais de qui est cette phrase? De Pym? D'un être ayant vécu sur cette île? De la silhouette blanche? Ou est-ce là la phrase du diable lui-même, enfermé sur cet enfer insulaire? Un Lucifer capable de parler l'éthiopien, l'arabe, l'égyptien?
Cette phrase évoquerait alors la vengeance de l'être ailé, rejeté du paradis de blancheur, contraint de vivre avec ces êtres noirs entourés de serpents, pleins de traîtrise et de malice. Réchappant à cet enfer, Pym s'enfonce dans la blancheur opaque, vers la silhouette de lumière. Est-ce alors la mort qu'il rencontre, ou quelque ange venu cueillir Pym pour le guider vers les cieux? Pym pourrait être vu à ce titre comme un Prométhée. Tout comme le titan grec, notre protagoniste se sacrifie, ou du moins meurt durant ce voyage, tout en écrivant un journal, pour apporter la connaissance du cercle polaire antarctique à la civilisation. Mon récit qui, dans sa dernière partie, contiendra des incidents si complètement en dehors du registre de l'expérience humaine et dépassant naturellement les bornes de la crédulité des hommes, que je ne continue qu'avec le désespoir de jamais obtenir créance que dans le temps et les progrès de la science, pour vérifier quelques-unes de mes plus importantes et improbables assertions. Le temps est passé depuis 1836, et les assertions d'Arthur Gordon Pym se sont révélées erronées. En perdent-elles pour autant leur force? Cela prive-t-il le roman de Edgar Allan Poe de sa maestria? Je ne veux pas influencer votre jugement, mais je pense que vous connaissez mon avis dorénavant. Sur ce, je vous laisse. Merci de m'avoir suivi, c'était Métaphore-moi ça.